La pluie tambourinait contre les vitres du petit bureau de Maître Dubois, notaire de la rue Saint-Antoine, quand Margot poussa la porte de chêne massif. L'odeur de cuir ancien et de papier jauni l'enveloppa aussitôt, mélange familier qui lui rappelait sa propre boutique d'antiquités. « Mademoiselle Dubois », dit le vieil homme en ajustant ses lunettes, « votre grand-tante Céleste vous a légué quelque chose d'inhabituel. » Margot fronça les sourcils. Elle n'avait jamais entendu parler de cette tante éloignée. Le notaire lui tendit un trousseau de clés anciennes, leur métal terni par le temps. Un appartement, 47 rue de Varennes, dans le 7e arrondissement. « Mais je dois vous prévenir. » Il hésita, ses doigts tremblant légèrement. Personne n'y a pénétré depuis 1943. Toutes les fenêtres ont été murées de l'intérieur. Le cœur de Margot s'accéléra. Un mystère. Elle qui passait ses journées à démêler l'histoire des objets anciens sentait déjà l'excitation familière monter en elle. L'appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble haussmannien aux pierres noircies par la pollution parisienne. Thomas Moreau, le jeune historien qu'elle avait rencontré lors d'une vente aux enchères, l'accompagnait. Ses cheveux bruns ébouriffés et ses yeux verts pétillants de curiosité en faisaient le compagnon idéal pour ce genre d'aventure. « Tu es sûr que c'est légal ?» demanda-t-il en observant la lourde porte de bois sombre. « C'est mon héritage », répondit Margot en insérant la première clé. Et puis, où serait le plaisir sans un peu de mystère? La serrure céda dans un grincement métallique. L'air qui s'échappa sentait le renfermer, la poussière et quelque chose d'autre, de plus ancien. Plus troublant. L'intérieur les saisit par sa beauté figée dans le temps. Les meubles art déco étaient recouverts de draps blancs, comme des fantômes silencieux. Mais ce qui frappait le plus, c'était l'obscurité totale. Chaque fenêtre avait été soigneusement murée avec des briques, ne laissant filtrer aucun rayon de soleil. « Mon Dieu !» murmura Thomas en allumant sa lampe torche. C'est comme si le temps s'était arrêté. Margot avança prudemment, ses pas résonnant sur le parquet ciré. Dans le salon, elle découvrit un secrétaire en marqueterie. Ses tiroirs regorgeaient de documents, lettres, photographies, et surtout, un journal intime relié de cuir rouge. « Écoute ça », dit-elle en ouvrant le journal à une page au hasard. 15 mars 1943. Les gargouilles me regardent depuis ma fenêtre. Je sais qu'elles savent. Le gardien de pierre ne dort jamais. Thomas s'approcha, intrigué. Gardien de pierre? Tu crois qu'elle parlait de Notre-Dame? Margot tourna les pages, découvrant des passages de plus en plus étranges. Céleste Moreau décrivait des réunions secrètes, des messages codés, des gens qui disparaissaient dans la nuit. Mais entre les lignes de cette chronique de la résistance, quelque chose de plus sombre transparaissait. Regarde ces photos, dit Thomas en étalant des clichés en noir et blanc sur la table. Des hommes et des femmes en costume, debout devant Notre-Dame. Mais ce qui attirait l'attention, c'était l'expression de terreur pure sur leur visage, comme s'ils fuyaient quelque chose. Au fond du tiroir, la main de Margot rencontra quelque chose de froid et métallique. Une clé différente des autres, plus ancienne, gravée de symboles étranges. Un morceau de papier était enroulé autour. Quand les gargouilles s'éveillent, Paris tremble, luait à voix haute. Pour celui qui cherche la vérité, que cette clé ouvre ce qui doit rester fermé. Un frisson parcourut l'échine de Margot. Dehors, les cloches de Notre-Dame sonnèrent 6 heures, leur écho se répercutant étrangement dans l'appartement silencieux. Thomas la regarda, ses yeux brillants d'une excitation mêlée d'inquiétude. « Tu penses qu'on devrait ?» « Absolument », répondit Margot en serrant la clé mystérieuse dans sa paume. « Demain, nous irons à Notre-Dame. » L'aube se levait sur Paris quand Margot et Thomas traversèrent le pont Saint-Louis. Notre-Dame se dressait devant eux, majestueuse et imposante, ses tours gothiques perçant le ciel gris. Les gargouilles, perchées à leur poste séculaire, semblaient les observer avec leurs yeux de pierre. « J'ai fait des recherches cette nuit, » dit Thomas en consultant ses notes. Céleste Moreau avait un petit-neveu, un certain Antoine Moreau. Il est prêtre à Notre-Dame. Ils trouvèrent le père Antoine dans la sacristie, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants et aux yeux d'un bleu profond. Quand Margot mentionna le nom de Céleste, son visage se figea. « Vous êtes de sa famille ?» demanda-t-il d'une voix tendue. Je me demandais quand quelqu'un viendrait enfin. Il les conduisit dans une petite chapelle latérale, loin des touristes. Ma grand-tante était particulière. Elle prétendait que Notre-Dame cachait des secrets terribles. Après la guerre, elle s'est enfermée dans son appartement et n'en est plus jamais sortie. « Que savez-vous des gargouilles ?» demanda Margot en sortant la clé mystérieuse.
Le père Antoine pâlit. Où avez-vous trouvé cela? Il examina la clé, ses mains tremblant légèrement. Ces symboles, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont bien plus anciens. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, l'inspectrice Camille Rousseau examinait une scène de crime pour le moins inhabituelle. Le corps de Marcel Fontaine, antiquaire de la rue de Rivoli, gisait dans sa boutique. Mais ce n'était pas un meurtre ordinaire, l'homme semblait avoir été pétrifié, sa peau ayant pris la texture et la couleur de la pierre grise. C'est le troisième en 2 semaines, dit son adjoint, le lieutenant Durand. Toujours la même chose, pétrification complète, expression de terreur absolue. Camille, une femme de 40 ans aux cheveux noirs coupés courts et aux yeux perçants, étudiait la scène avec attention. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Tous possédaient des objets datant de la Seconde Guerre mondiale. Des trucs liés à la résistance. De retour à Notre-Dame, le père Antoine menait Margot et Thomas vers les tours. Il y a quelque chose que vous devez voir, dit-il en gravissant l'escalier en colimaçon. Mais d'abord, promettez-moi de garder le secret. Arrivé au sommet, parmi les gargouilles, le prêtre s'arrêta devant l'une d'elles. Contrairement aux autres, celle-ci semblait différente, plus réaliste, presque vivante. Céleste m'a dit un jour que certaines gargouilles n'étaient pas de simples sculptures, murmura-t-il. Selon elle, elles étaient liées à un pacte ancien, conclu lors de la construction de la cathédrale. Un pacte avec quelque chose qui n'était pas divin. Thomas s'approcha de la gargouille, fasciné. Tu veux dire qu'elle serait vivante? Pas vivante. Habitée. Le père Antoine sortit un vieux parchemin de sa soutane. Céleste m'a laissé ceci avant de disparaître. C'est un plan des souterrains de Notre-Dame, avec un passage secret marqué d'une croix. Margot examina le parchemin. La croix correspondait exactement au symbole gravé sur sa clé mystérieuse. Elle savait que quelqu'un viendrait un jour, continua le prêtre. Elle m'a dit, quand les morts commenceront à se changer en pierre, il sera temps d'ouvrir ce qui doit rester fermé. Un frisson parcourut Margot. Père Antoine, avez-vous entendu parler de morts récentes, inhabituelles? Le visage du prêtre se décomposa. Mon Dieu, vous voulez dire que c'est en train de recommencer? Au même moment, le téléphone de Camille sonna. Un 4e corps venait d'être découvert, dans les mêmes conditions terrifiantes. Cette fois, c'était une femme qui possédait des lettres de résistants cachées dans sa cave. Lieutenant, dit-elle en raccrochant, je crois qu'on a affaire à quelque chose qui dépasse largement nos compétences habituelles. Tandis que le soleil se couchait sur Paris, les gargouilles de Notre-Dame semblaient s'animer dans la lumière déclinante. Leurs ombres s'étiraient sur les pavés, et pour la première fois depuis des décennies, l'une d'elles tourna imperceptiblement la tête. La nuit était tombée sur Notre-Dame quand Margot, Thomas et le père Antoine descendirent dans les entrailles de la cathédrale. Leurs lampes torchées perçaient l'obscurité des cryptes, révélant des murs de pierre séculaires suintant d'humidité. Le passage devrait être par ici, murmura le père Antoine en consultant le parchemin de Céleste. Derrière l'autel de la crypte Saint-Denis. Margot inséra sa clé mystérieuse dans une fissure presque invisible du mur. Un mécanisme ancien grinça, et une section de pierre pivota lentement, révélant un couloir étroit qui s'enfonçait dans les profondeurs. Mon Dieu, souffla Thomas. Combien de secrets cette cathédrale peut-elle cacher? Le passage débouchait sur une chambre circulaire aux murs couverts de symboles gravés. Au centre, un autel de pierre noire supportait des documents anciens protégés par des étuis de cuir. Mais ce qui saisit le plus le groupe, ce furent les fresques murales, des scènes représentant la construction de Notre-Dame, mais avec des détails troublants. Les ouvriers semblaient terrifiés, et dans le ciel, des créatures ailées au visage démoniaque supervisaient les travaux. Regardez la date, dit Margot en examinant un parchemin. 1163, l'année de la pose de la première pierre de Notre-Dame. Thomas déchiffra le latin ancien, Pactum cum guardiano lapidi. Protectio Lutuciae in aeternum. Un pacte avec le gardien de pierre. Protection de Paris pour l'éternité. Le père Antoine découvrit un autre document, celui-ci en français médiéval. Écoutez ceci, pour que Paris ne tombe jamais aux mains des envahisseurs, nous avons conclu un accord avec l'ancien qui dort sous la Seine. En échange de sa protection, nous lui offrons les âmes des traîtres et des impies. Les gardiens de pierre veilleront à ce que le tribut soit payé. Les gardiens de pierre, murmura Margot. Les gargouilles. Un manuscrit plus récent, daté de 1943, portait la signature de Céleste Moreau. Son écriture tremblante racontait sa découverte horrifiante, j'ai compris la vérité.
Les gargouilles ne sont pas des protectrices, mais des collectrices d'âmes. Chaque génération, elles s'éveillent pour réclamer leur dû. Pendant la guerre, elles ont pris les collaborateurs. Mais maintenant, elles veulent plus. Elles veulent briser le pacte et libérer leur maître. Thomas sentit soudain un froid glacial l'envahir. Vous entendez ça? Un grondement surmontait des profondeurs, comme si quelque chose d'immense s'éveillait. Au-dessus d'eux, dans les tours de Notre-Dame, les gargouilles commencèrent à bouger. Leurs yeux de pierre s'illuminèrent d'une lueur rouge, et leurs griffes raclèrent la pierre séculaire. L'une d'elles déploya ses ailes et poussa un cri strident qui résonna dans tout Paris. « Il faut partir !» cria le père Antoine. « Nous avons réveillé quelque chose. » Mais il était trop tard. Une présence malveillante envahit la chambre secrète. Thomas poussa un cri de douleur, sa main droite commençait à se transformer, la chair prenant lentement la texture de la pierre grise. « Thomas !» Margot se précipita vers lui, mais une voix caverneuse résonna dans la crypte, « Mortels imprudents. Vous avez brisé les sceaux qui me retenaient. Après des siècles d'attente, je vais enfin reprendre ce qui m'appartient. Paris, et toutes les âmes qu'elle contient. » Les documents anciens s'enflammèrent spontanément, mais Margot parvint à sauver le journal de Céleste. En le feuilletant rapidement, elle découvrit une page cruciale, le pacte peut être brisé, mais seulement si les 3 artefacts sacrés sont réunis avant la prochaine pleine lune. La clé que je cache, le calice des catacombes, et le grimoire de Sainte-Chapelle. Thomas luttait contre la transformation qui gagnait son bras. Margot, je sens mes pensées qui s'effacent. Combien de temps avant la pleine lune? Le père Antoine consulta son calendrier, le visage livide. 3 jours. Dehors, Paris basculait dans le cauchemar. Les gargouilles de toutes les églises s'animaient, descendant de leur perchoir pour terroriser les habitants. Les sirènes de police retentissaient dans tous les arrondissements, et l'inspectrice Camille Rousseau comprenait enfin qu'elle faisait face à quelque chose qui dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Dans la chambre secrète, Margot serrait la main de Thomas qui se pétrifiait lentement. « Nous allons te sauver », promit-elle. « Et nous allons sauver Paris. » Mais au fond d'elle-même, elle se demandait si 3 jours suffiraient pour défaire un pacte vieux de 9 siècles. Paris s'éveillait dans la terreur. Depuis les tours de Notre-Dame jusqu'aux plus petites églises de banlieue, les gargouilles prenaient vie, leurs cris stridents déchirant l'aube naissante. L'inspectrice Camille Rousseau coordonnait les évacuations depuis son poste de commandement installé place Saint-Michel, ses hommes débordés par l'ampleur de la catastrophe. « Inspectrice !» cria le lieutenant Durand. « Nous avons des attaques simultanées dans le 4e, le 5e et le 6e arrondissement. Ces créatures semblent chercher quelque chose de précis. » Camille observait les images des caméras de surveillance, les gargouilles ne s'attaquaient pas au hasard. Elles pénétraient dans des appartements spécifiques, des boutiques d'antiquaires, des maisons de familles anciennes. Elles cherchent des objets, murmura-t-elle. Des objets liés à l'histoire de Paris. Dans l'appartement aux fenêtres fermées, Margot soignait Thomas dont la transformation progressait inexorablement. Son bras droit était maintenant entièrement pétrifié, et des veines grises remontaient le long de son épaule. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, inquiète. « Comme si mes souvenirs s'effaçaient » répondit Thomas d'une voix faible. « Je me souviens de mon nom, de toi, mais le reste, c'est flou. » Le père Antoine étudiait fébrilement les documents sauvés de la crypte. Selon Céleste, la transformation n'est pas irréversible, mais nous devons agir vite. Plus elle progresse, plus il devient difficile de la stopper. « Parlez-moi de ces artefacts » dit Margot. Le calice des catacombes et le grimoire de Sainte-Chapelle. Le calice, expliqua le prêtre, fut utilisé lors du premier rituel de 1163. Il est caché quelque part dans les catacombes de Paris. Quant au grimoire, c'est un livre de rituels anciens conservé dans la bibliothèque secrète de Sainte-Chapelle. Soudain, l'esprit de Céleste Moreau se matérialisa dans le salon, une silhouette translucide en robe des années 1940. Margot. Sa voix résonnait comme un écho lointain. Tu es venue, comme je l'espérais. Céleste? Margot se leva, fascinée et effrayée à la fois. Je suis restée liée à cet appartement depuis ma mort, attendant que quelqu'un découvre la vérité. L'esprit de Céleste s'approcha de Thomas. Ce jeune homme peut être sauvé, mais le prix est lourd. L'un de nous doit prendre ma place comme gardien éternel du secret. Que voulez-vous dire? Pour maintenir l'équilibre, quelqu'un doit toujours veiller. J'ai accepté ce rôle en 1943, me condamnant à l'isolement pour protéger Paris.
Mais maintenant que le pacte se brise, un nouveau gardien doit émerger. Thomas lutta pour parler, sa voix devenant de plus en plus rocailleuse. Je comprends. Si c'est le prix à payer. Non, s'écria Margot. Il doit y avoir une autre solution. Céleste sourit tristement. Il y en a peut-être une. Mais elle nécessite de détruire définitivement l'entité démoniaque, pas seulement de la renvoyer dans son sommeil. Cela n'a jamais été tenté. Dehors, les cris et les sirènes se rapprochaient. Par les fissures des fenêtres murées, ils pouvaient voir les lueurs rouges des incendies qui commençaient à ravager certains quartiers de Paris. Camille Rousseau pénétra soudain dans l'appartement, essoufflée et couverte de poussière. « J'ai suivi les traces des attaques, » dit-elle. « Elles convergent toutes vers ce quartier. Ces créatures cherchent quelque chose ici. »« Elles nous cherchent nous, » répondit Margot. « Nous avons perturbé leur plan. » L'inspectrice observa Thomas avec stupéfaction. « Mon Dieu, c'est donc vrai. Tout ce que j'ai vu cette nuit. » Elle se ressaisit rapidement. « Que puis-je faire pour aider ? » « Nous devons récupérer 2 artefacts, expliqua le père Antoine. Un calice dans les catacombes et un grimoire à Sainte-Chapelle. Sans eux, nous ne pourrons pas briser le pacte. Céleste s'approcha de Camille. « Inspectrice, votre badge et votre autorité nous seront précieux. Les lieux que nous devons visiter sont gardés, et le temps presse. » Thomas gémit de douleur. La pétrification atteignait maintenant son torse, et ses yeux commençaient à prendre une teinte grisâtre. Combien de temps me reste-t-il ? Quelques heures tout au plus, répondit Céleste avec compassion. Mais n'abandonne pas espoir, jeune homme. Ton sacrifice pourrait sauver bien plus que ta propre vie. Dehors, un rugissement terrible secoua les fondations de l'immeuble. Par les fissures des fenêtres, ils aperçurent une gargouille gigantesque, plus grande que toutes les autres, qui se posait sur le toit d'en face. Ses yeux rouges scrutaient directement leur appartement. « Elle nous a trouvés, » murmura Margot. « L'entité sait où nous sommes. Cet appartement est protégé par des symboles anciens, » assura Céleste. « Mais cette protection ne durera pas éternellement. Vous devez partir maintenant, récupérer les artefacts et revenir avant l'aube. » Camille vérifia son arme, sachant pertinemment qu'elle serait inutile contre de telles créatures. « Comment allons-nous nous déplacer dans Paris avec ces monstres partout ? » Les catacombes, dit le père Antoine. Il existe un réseau de tunnels qui relie la plupart des monuments historiques de Paris. Nous pourrons nous déplacer sous terre. Thomas tendit sa main encore humaine vers Margot. Promets-moi, si je ne m'en sors pas. Promets-moi que tu sauveras Paris. Margot serra sa main, retenant ses larmes. Tu vas t'en sortir. Nous allons tous nous en sortir. Mais dans son cœur, elle savait que la nuit qui s'annonçait serait la plus longue et la plus dangereuse de leur vie. Les catacombes de Paris s'étendaient sous leurs pieds comme un labyrinthe de mort et de secrets. Margot, Camille et le père Antoine progressaient prudemment dans les tunnels humides, leurs lampes torchées créant des ombres dansantes sur les murs tapissés d'ossements. Par ici, murmura le père Antoine en consultant une carte ancienne. Le calice devrait se trouver dans la chambre des gardiens oubliés, une section des catacombes que peu de gens connaissent. Derrière eux, dans l'appartement, Thomas luttait contre la progression de sa pétrification. Céleste veillait sur lui, son esprit translucide flottant près du jeune homme dont plus de la moitié du corps était maintenant transformé en pierre. « Raconte-moi, » dit Thomas d'une voix de plus en plus faible, « comment êtes-vous devenue gardienne ?» Céleste s'assit près de lui, ses traits fantomatiques empreints de tristesse. « En 1943, j'étais résistante. Nous utilisions les tunnels sous Paris pour nos opérations. Un jour, nous avons découvert la chambre secrète sous Notre-Dame. Mon groupe a voulu utiliser le pouvoir de l'entité contre les nazis. Qu'est-il arrivé? L'entité nous a trompés. Elle a pris possession de mes camarades, les transformant en ses serviteurs. Pour l'empêcher de s'échapper, j'ai accepté de devenir sa gardienne, utilisant ma force vitale pour renforcer les sceaux qui la retenaient. Dans les catacombes, le groupe atteignit une vaste chambre circulaire ornée de symboles chrétiens et païens mélangés. Au centre, sur un autel de pierre blanche, reposait un calice d'or terni par les siècles. C'est lui, souffla le père Antoine. Le calice du premier pacte. Mais quand Margot s'approcha pour le saisir, des gargouilles souterraines émergèrent des murs, leurs corps de pierre raclant contre la roche. Leurs yeux brillaient d'une lueur malveillante, et leurs griffes acérées claquaient dans l'air humide. Elle garde l'artefact, réalisa Camille en dégainant son arme. Comment on combat des créatures de pierre?
Le père Antoine sortit un crucifix de sa soutane et commença à réciter une prière en latin. Les gargouilles reculèrent légèrement, mais leur agressivité ne diminua pas. Les symboles sacrés les affaiblissent, cria-t-il, mais ne les détruisent pas. Margot eut une inspiration. Elle sortit la clé mystérieuse de Céleste et la brandit vers les créatures. Instantanément, elles se figèrent, comme si la clé exerçait sur elles un pouvoir ancien. Bien sûr, s'exclama-t-elle. Cette clé ne sert pas seulement à ouvrir des portes. Elle contrôle les gardiens. Profitant de cette immobilisation temporaire, elle s'empara du calice. L'objet était étonnamment chaud au toucher, comme s'il contenait encore une énergie mystique. Pendant ce temps, à Sainte-Chapelle, une autre équipe d'urgence tentait de récupérer le grimoire. Mais l'inspectrice Rousseau avait dû diviser ses forces, une partie de ses hommes évacuait les civils, tandis que d'autres tentaient de contenir les gargouilles qui ravageaient le centre de Paris. De retour dans l'appartement, Thomas sentait ses dernières forces l'abandonner. Sa transformation était presque complète, seul son visage et une partie de son torse demeuraient humains. « Céleste, murmura-t-il, si je deviens complètement pierre, est-ce que je pourrais encore penser? Sentir? Cela dépend de ta volonté, répondit l'esprit. Certains gardiens conservent leur conscience, d'autres sombrent dans un sommeil éternel. Mais toi, Thomas, tu as quelque chose de spécial. Ton amour pour Margot et ta détermination à sauver Paris pourraient te permettre de garder ton humanité, même transformée. » Les yeux de Thomas, maintenant partiellement gris, se fixèrent sur la fenêtre murée. « J'aimerais voir le soleil une dernière fois. » Céleste sourit avec compassion. « Quand tout ceci sera terminé, les fenêtres de cet appartement s'ouvriront à nouveau. Je te le promets. » Dans les catacombes, le groupe remontait vers la surface, le calice précieusement serré contre la poitrine de Margot. Mais ils n'étaient pas seuls, des bruits de pas résonnaient derrière eux, et des grognements sourds indiquaient que d'autres créatures les poursuivaient. « Plus vite !» cria Camille. « Ils arrivent. » Ils émergèrent des catacombes près du Panthéon, pour découvrir un Paris transformé en champ de bataille. Des gargouilles survolaient les rues, des incendies illuminaient la nuit, et au loin, Notre-Dame brillait d'une lueur rouge sinistre. « Mon Dieu !» murmura le père Antoine. « Nous arrivons peut-être trop tard. » Mais Margot serra le calice plus fort. « Non. Thomas nous attend. Et Paris compte sur nous. » L'aube approchait, et avec elle, le moment de vérité. L'aube se levait sur un Paris méconnaissable. Des colonnes de fumée s'élevaient de plusieurs arrondissements, et les gargouilles continuaient leur balai macabre au-dessus des toits haussmanniens. Margot, Camille et le père Antoine se frayaient un chemin à travers les rues jonchées de débris, le calice sacré dissimulé sous le manteau de Margot. « Sainte-Chapelle est à 2 pâtés de maison, » dit le père Antoine en consultant sa montre. « Mais regardez. » Devant eux, la chapelle gothique était cernée par une dizaine de gargouilles qui montaient la garde, leurs yeux rouges scrutant les environs. Leurs corps de pierre craquaient à chaque mouvement, laissant échapper des étincelles orangées. « Comment allons-nous passer ?» demanda Camille. Margot observa la scène, réfléchissant rapidement. La clé de Céleste les a paralysés dans les catacombes. Peut-être que si nous créons une distraction. J'ai une idée, dit le père Antoine. Il y a un passage souterrain qui relie Sainte-Chapelle au palais de justice. Si nous pouvons attirer leur attention ailleurs. Camille sortit son téléphone. Mes hommes peuvent créer une diversion. Mais vous n'aurez que quelques minutes. Dans l'appartement aux fenêtres fermées, Thomas était maintenant presque entièrement pétrifié. Seuls ses yeux conservaient encore une lueur humaine, et ses lèvres pouvaient encore articuler quelques mots. « Céleste, murmura-t-il avec difficulté. Je sens quelque chose changer en moi. Comme si je comprenais enfin. » L'esprit de Céleste s'approcha, inquiète. « Que veux-tu dire ? L'entité, elle ne contrôle pas vraiment les gargouilles. Elle les influence. Mais si quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui accepte volontairement la transformation. » Thomas, non. Céleste réalisa où il voulait en venir. « Tu ne peux pas. Si je deviens complètement pierre, mais que je garde ma volonté, je pourrais retourner les gargouilles contre elle. Les libérer de son influence. » À Sainte-Chapelle, la diversion de Camille fonctionnait. Ces hommes avaient allumé des feux de signalisation à plusieurs endroits, attirant une partie des gargouilles. Margot et le père Antoine se glissèrent dans le passage souterrain. La bibliothèque secrète de Sainte-Chapelle était un joyau caché, ses murs couverts de manuscrits anciens et de grimoires reliés de cuir.
Mais au centre de la pièce, une gargouille plus grande que les autres montait la garde devant un pupitre où reposait un livre aux pages jaunies. Le Codex Démonicus, souffla le père Antoine. Le grimoire des rituels anciens. La gargouille tourna sa tête de pierre vers eux, ses yeux s'illuminant d'une lueur rouge. Mais quand Margot brandit la clé de Céleste, la créature se figea, luttant visiblement contre deux influences contradictoires. Elle résiste, réalisa Margot. L'entité renforce son contrôle. Le père Antoine se précipita vers le grimoire, mais la gargouille brisa sa paralysie et l'attaqua. Ses griffes de pierre lacérèrent la soutane du prêtre, qui roula sur le côté en criant de douleur. Margot n'hésita pas. Elle se jeta sur la créature, utilisant la clé comme une arme. Au contact du métal ancien, la gargouille poussa un hurlement strident et se désintégra en poussière de pierre. « Le grimoire !» cria-t-elle en s'emparant du livre. Mais au moment où ses doigts touchèrent la couverture de cuir, une vision la frappa, elle vit Thomas, complètement transformé en pierre, mais ses yeux brillants d'une détermination farouche. Dans la vision, il dirigeait une armée de gargouilles libérées contre une entité ténébreuse tapie sous Notre-Dame. « Margot !» La voix de Camille résonna dans le passage. « Dépêchez-vous. Les autres gargouilles reviennent. » Ils s'enfuirent de Sainte-Chapelle alors que les créatures de pierre convergeaient vers eux. Dans leur course effrénée vers l'appartement, Margot serrait le grimoire contre sa poitrine, sentant la puissance ancienne qui émanait de ses pages. Quand ils atteignirent enfin l'appartement, ils trouvèrent Thomas complètement transformé en statue de pierre grise. Mais ses yeux étaient encore vivants, brillants d'une intelligence et d'une volonté intacte. « Thomas !» Margot se précipita vers lui, posant ses mains sur son visage de pierre. « Tu peux m'entendre » Les lèvres de pierre bougèrent imperceptiblement, oui. Céleste apparut, son visage spectral empreint d'une admiration mêlée de tristesse. Il a réussi. Il a conservé sa conscience tout en acceptant complètement la transformation. C'est extraordinaire. Que signifie cela ? Demanda le père Antoine. Cela signifie, dit une voix caverneuse qui résonna dans tout l'appartement, que votre ami est maintenant à moi. L'entité démoniaque se matérialisa partiellement dans le salon, une masse d'ombre et de flammes rouges. Vous avez rassemblé les artefacts, comme je l'espérais. Maintenant, donnez-les-moi, et je vous laisserai peut-être la vie sauve. Mais Thomas, malgré sa forme de pierre, parvint à articuler « non ». Margot, utilise le rituel, maintenant. Il est trop tard. Rugit l'entité. Le garçon m'appartient. Soudain, les yeux de Thomas s'illuminèrent d'une lumière dorée, et sa voix de pierre résonna avec une force nouvelle, je ne t'appartiens pas. Je choisis de te combattre. L'appartement trembla, et dehors, toutes les gargouilles de Paris s'arrêtèrent simultanément, leurs têtes se tournant vers l'appartement aux fenêtres fermées. La bataille finale était sur le point de commencer. L'appartement aux fenêtres fermées devint l'épicentre d'une bataille surnaturelle. L'entité démoniaque, furieuse de voir Thomas lui résister malgré sa transformation, déploya toute sa puissance. Les murs tremblèrent, les meubles anciens se soulevèrent dans les airs, et une odeur de soufre envahit l'atmosphère. Impossible! Rugit la créature. Aucun mortel ne peut résister à ma domination une fois transformé. Thomas, debout malgré son corps de pierre, rayonnait d'une lumière dorée qui repoussait les ténèbres. Je ne suis plus mortel, dit-il d'une voix qui résonnait comme le chant des cloches. Mais je ne suis pas ton esclave non plus. Je suis quelque chose de nouveau. Margot ouvrit fébrilement le grimoire, cherchant le rituel de bannissement. Les pages anciennes craquaient sous ses doigts tremblants, les mots latins dansant devant ses yeux dans la lumière vacillante. Là! Cria le père Antoine en pointant une page. Ritual ultimum banishmentum. Le rituel de bannissement définitif. Dehors, Paris était en proie au chaos total. Les gargouilles, libérées de l'influence directe de l'entité par la résistance de Thomas, erraient sans but, certaines attaquant encore les habitants, d'autres semblant désorientées. Camille coordonnait l'évacuation depuis la rue, son téléphone grésillant de rapports alarmants. Inspectrice! Cria un de ses hommes. Les créatures semblent perdre leur cohésion. Certaines s'attaquent entre elles. Thomas fait quelque chose, murmura-t-elle en levant les yeux vers l'appartement. Il faut tenir bon. Dans le salon, Céleste flottait près de Margot, guidant sa lecture du grimoire. Attention, ma chère. Ce rituel exige un sacrifice. Pour bannir définitivement l'entité, quelqu'un doit offrir sa force vitale pour alimenter le sortilège.
Alors ce sera moi, dit Margot sans hésiter. Non. Thomas fit un pas vers elle, ses mouvements de pierre créant des fissures dans le parquet. C'est moi qui dois le faire. Je suis déjà entre deux mondes. L'entité démoniaque poussa un hurlement de rage et lança une attaque directe contre Thomas. Des tentacules d'ombre s'enroulèrent autour de lui, tentant de briser sa résistance. Mais le jeune homme transformé tint bon, sa lumière dorée repoussant les ténèbres. Maintenant, cria-t-il. Commencez le rituel. Margot, le père Antoine et Céleste formèrent un triangle autour des trois artefacts, la clé, le calice et le grimoire. Leurs voix s'unirent dans une incantation millénaire, les mots latins résonnant avec une puissance croissante. Guardianus lapidi, te compellimu. Damon antique, in tenebra redi. L'entité se débattit furieusement, mais le rituel la tirait inexorablement vers les abysses d'où elle venait. Vous ne comprenez pas. Hurla-t-elle. Sans moi, Paris tombera. Les invasions, les guerres, les catastrophes. J'ai protégé cette ville pendant des siècles. En échange d'âmes innocentes, répliqua Thomas. Cette protection n'était qu'un mensonge pour assouvir ta faim. Soudain, Thomas comprit la véritable nature de son pouvoir. Il n'était pas seulement résistant à l'entité, il pouvait la remplacer. Devenir le nouveau gardien de Paris, mais un gardien bienveillant, protégeant la ville sans exiger de tribut sanglant. Je vois maintenant, dit-il avec une sérénité nouvelle. Je ne vais pas seulement te bannir. Je vais prendre ta place. L'entité réalisa le danger. Non. Tu ne peux pas. Tu n'as pas assez de pouvoir. Seul, peut-être pas, admit Thomas. Mais je ne suis pas seul. Il tendit sa main de pierre vers Margot. Fais-moi confiance. Une dernière fois. Sans hésiter, Margot prit sa main. Instantanément, elle sentit un lien se former entre eux, un pont d'amour et de confiance qui décuplait le pouvoir de Thomas. Le père Antoine et Céleste joignirent leurs mains aux leurs, créant un cercle de lumière qui enveloppa l'entité démoniaque. Par l'amour qui nous unit, déclara Thomas, par le sacrifice que nous acceptons, par la volonté de protéger les innocents, je te bannis dans les ténèbres éternelles. L'entité poussa un dernier hurlement avant d'être aspirée dans un vortex de lumière dorée. Le sol trembla, les murs craquèrent, et puis, le silence. Dehors, toutes les gargouilles de Paris s'immobilisèrent simultanément avant de reprendre leur forme de simples sculptures de pierre. Les incendies s'éteignirent mystérieusement, et une paix surnaturelle descendit sur la ville. Dans l'appartement, Thomas vacilla, sa forme de pierre commençant à se fissurer. C'est fini, demanda Margot, épuisée. Presque, répondit Céleste avec un sourire. Il reste une dernière chose à faire. Thomas leva sa main libre vers les fenêtres murées. Une lumière dorée jaillit de ses doigts, et les briques qui condamnaient les ouvertures se désintégrèrent en poussière. Pour la première fois depuis 1943, la lumière du soleil pénétra dans l'appartement aux fenêtres fermées. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Paris avait frôlé l'apocalypse. L'appartement de la rue de Varennes baignait maintenant dans la lumière dorée de l'après-midi, ses fenêtres grandes ouvertes laissant entrer l'air printanier et les sons de la vie parisienne. Margot arrangeait les derniers détails de l'exposition qu'elle avait organisée dans le salon transformé. Mémoire cachée de Paris, les gardiens oubliés étaient devenus un petit musée secret, accessible seulement sur rendez-vous à quelques visiteurs triés sur le volet. Les journaux de Céleste, soigneusement restaurés, côtoyaient des photographies d'époque et des objets ayant appartenu aux résistants. « Tu es sûr que c'est une bonne idée de révéler autant ?» demanda le père Antoine en admirant une vitrine contenant la clé mystérieuse de Céleste. « Les gens ont le droit de connaître leur histoire », répondit Margot. « Bien sûr, nous gardons les détails les plus extraordinaires pour nous. Mais l'héroïsme de Céleste et des autres résistants mérite d'être honoré. » L'inspectrice Camille Rousseau entra dans l'appartement, portant un dossier sous le bras. Elle dirigeait maintenant l'unité spéciale des phénomènes inexpliqués, créée discrètement après les événements de cette nuit mémorable. « Comment va notre ami ?» demanda-t-elle en regardant vers la fenêtre. Margot sourit et s'approcha de l'ouverture. Au loin, les tours de Notre-Dame se dressaient majestueusement contre le ciel bleu. Mais pour ceux qui savaient regarder, une des gargouilles était légèrement différente des autres. Plus grande, plus noble, avec des yeux qui semblaient vivants. « Thomas va bien ?» répondit Margot. Il s'adapte à son nouveau rôle. En effet, Thomas avait survécu à sa transformation, mais d'une manière que personne n'avait anticipée. Il pouvait maintenant choisir entre sa forme humaine et sa forme de pierre,
passant ses journées comme gardien de Notre-Dame et ses soirées en compagnie de Margot. C'est étrange, avait-il confié à Margot la semaine précédente, mais je me sens plus vivant maintenant qu'avant ma transformation. Comme si j'avais trouvé ma véritable place dans le monde. Le père Antoine avait été nommé conservateur officieux des archives secrètes de Notre-Dame, un poste qui lui permettait de surveiller discrètement d'éventuels signes de résurgence d'activité surnaturelle. Nous avons eu de la chance, dit-il en observant les visiteurs qui admiraient l'exposition. Mais je me demande parfois si d'autres secrets dorment encore dans les profondeurs de Paris. Probablement, répondit Camille. Mais maintenant, nous sommes prêts. Céleste apparut soudain dans le salon, son esprit plus lumineux et paisible qu'auparavant. Depuis que le pacte avait été brisé, elle n'était plus liée à l'appartement par la nécessité, mais par choix. Elle avait décidé de rester pour veiller sur le lieu et guider les futurs gardiens si besoin. Mes chers amis, dit-elle avec affection, je crois qu'il est temps pour moi de partir. Partir ? S'inquiéta Margot. Mais pourquoi ? Mon rôle est terminé. Thomas a pris le relais, et vous avez tous prouvé que Paris était entre de bonnes mains. Il est temps pour moi de rejoindre ceux qui m'attendent. Elle s'approcha de chacune d'elles, posant sa main spectrale sur leur épaule. Prenez soin de cette ville. Elle recèle encore bien des mystères, mais aussi beaucoup de beauté. Céleste commença à s'estomper, sa silhouette devenant de plus en plus transparente. Et n'oubliez jamais, les vrais gardiens ne sont pas ceux qui imposent leur volonté, mais ceux qui protègent par amour. Avec un dernier sourire, elle disparut dans un scintillement de lumière dorée. Ce soir-là, Margot se tenait sur le balcon de l'appartement, observant le coucher de soleil sur Paris. Les toits d'ardoise brillaient dans la lumière déclinante, et Notre-Dame se dressait comme un phare de pierre au cœur de la ville. Une silhouette familière apparut sur le balcon, Thomas, dans sa forme humaine, ses yeux verts pétillants de cette nouvelle sagesse qu'il avait acquise. « Comment s'est passée ta journée de gardien ?» demanda Margot en se blottissant contre lui. « Paisible, répondit-il en l'enlaçant. Quelques touristes ont remarqué que je clignais de l'œil, mais ils ont cru que c'était un effet d'optique. » Ils rirent ensemble, savourant cette normalité retrouvée après tant de chaos. « Tu regrettes parfois ?» demanda Margot. « Ta vie d'avant, je veux dire. » Thomas réfléchit un moment, regardant les lumières de Paris qui commençaient à s'allumer. « Non, dit-il finalement. Cette ville, ces gens, ils font maintenant partie de moi. » Et puis, il sourit en la regardant, j'ai trouvé quelque chose de plus précieux que tout, un amour qui transcende même la pierre. Au loin, les cloches de Notre-Dame sonnèrent l'Angélus, leur mélodie se répandant sur Paris comme une bénédiction. Dans les rues, les Parisiens vaquaient à leurs occupations, ignorant qu'ils étaient protégés par un gardien bienveillant qui veillait depuis les hauteurs de leur cathédrale bien-aimée. L'appartement aux fenêtres fermées était devenu un symbole d'espoir, preuve que même les secrets les plus sombres peuvent être transformés en lumière, et que l'amour peut triompher des forces les plus terrifiantes. Paris dormait paisiblement, gardé par ses anges de pierre et ses héros de chair, dans l'éternelle danse entre l'ombre et la lumière qui fait le charme éternel de la ville lumière. Fin.